Barcelone pour moi, est la meilleure ville du monde. Phrase de Michel Jonas dans Super Nana qui dit que c'est le Brésil pour 1000 balles. Dans une seule année, j'ai fait toutes les erreurs. Je suis parti tout seul, sans investisseur, pour développer un logiciel, chose que j'avais jamais fait, avec des développeurs en Roumanie. En fait, si tu fais la liste de ce que j'ai fait, vraiment, tu te dis, t'as tout fait pour que ça marche pas. Tu le vis comme un échec ? Non, j'appelle ça mon MBA. D'ailleurs, ça m'a coûté à peu près le prix d'un MBA. Barcelone est une vraie place forte de la French Tech. J'ai une vraie affection pour les startups, faire de rien quelque chose, c'est admirable. Ça consiste assez simplement à générer du trafic le moins cher possible. Ça enlève toute la sexiness du truc. De la même façon, dans le business de l'Illigo sur la comparaison de vol, c'est qu'à la fin, il y en a un qui gagne. Et alors, c'est pas comme au football où à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, à la fin, c'est les États-Unis qui gagnent. Moi, ma passion, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, c'est l'écriture. Ma North Star, comme on dit. Embarquem immediat avec Guillaume Roston. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Je m'appelle Charles Briet. Avec notre podcast Embarquement immédiat, je parcours le monde à la rencontre des passionnés, entrepreneurs, écrivains, artistes ou sportifs qui ont décidé de donner du sens à leur vie. Avec chaque invité, nous évoquons leur parcours, leurs projets actuels et futurs, mais aussi leur processus créatif et leurs aspirations. On parle d'outils concrets, d'anecdotes, de parcours de vie, et nos invités partagent leurs apprentissages pour vous inspirer dans vos projets. Nos enregistrements se font dans les conditions du direct, le plus souvent au sein même des activités de nos invités, lors de rencontres qui, je l'espère, sont passionnantes. Je tenais à vous remercier, car notre podcast rencontre un vrai succès, et chaque semaine, nos éditeurs sont plus nombreux. Pour continuer à progresser et aller encore plus loin dans nos découvertes à travers le monde, je vais vous embêter 2 minutes. Si vous pouvez prendre un peu de votre temps pour mettre 5 étoiles et un commentaire, sur iTunes en particulier, et de partager auprès de votre entourage notre podcast Embarquement immédiat, ce serait super sympa. En tout cas, merci de votre confiance. Nous avons réalisé cet enregistrement avant l'épidémie du coronavirus et le confinement que nous respectons tous, car c'est le seul moyen de nous sauver. En ces moments de réflexion à la maison, nous espérons vous donner envie de construire un futur en adéquation avec vos passions, vos envies, vos valeurs, et pourquoi pas à Barcelone. Nous devons être solidaires au sein de nos entreprises et dans nos familles, continuer à réfléchir et avancer pour construire l'après. J'espère que mes podcasts et tous ceux de l'écosystème des podcasts vous aideront à progresser, c'est notre but. Pour cet enregistrement, je suis parti à la rencontre de Guillaume Rostand, qui nous a reçus au siège d'eDreams, l'Illigo Go Voyage. Nous avons évoqué ensemble son parcours, parisien pur souche, de Sciences Po à l'expatriation en Chine, puis à Barcelone. Il nous parle de ses expériences, de ses réussites et de ses échecs qui l'ont fait grandir. On évoque sa vie à Barcelone, ville de cœur de Guillaume Rostand, qui fait sens pour lui. Président de la French Tech à Barcelone, on échange sur l'écosystème des startups et comment on s'installe à Barcelone. Directeur marketing, spécialiste du trafic sur Internet chez l'Illigo, on parle de l'évolution du trafic web, du référencement, de la création de contenu et des influenceurs. Vous le savez, l'ADN de notre podcast est la passion, cette passion qui donne du sens à nos invités. Écrivain en herbe, Guillaume nous évoque sa passion pour l'écriture et la littérature, le processus de création d'un livre, mais aussi de peur à sortir de nos zones de confort. Vous l'aurez compris, la rencontre avec Guillaume Rostand est riche d'expérience et de partage. Allez, nous retrouvons Guillaume avec plaisir, bonne écoute. Donc, nous sommes à Barcelone, nous sommes accueillis au siège de eDreams au Digeo. eDreams, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, ça accueille les marques comme Opodo, l'Illigo, qui sont quand même assez connues en termes de moteurs de recherche de voyage. On est à la rencontre aujourd'hui de Guillaume Rostand. Bonjour Guillaume. Bonjour Charles. Et puis on est au plein cœur de Barcelone avec, il y a 4 plateaux, je pense. 6 ou 6 7, plateaux, je crois qu'il y a plus de 600 personnes dans cet immeuble. D'accord, ouais. Un gros siège, donc plus sur l'opérationnel, tu vas nous expliquer aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord qui tu es, et puis après ce que tu fais aujourd'hui, et puis peut-être ce que tu feras demain. Et puis peut-être qu'on le découvrira tous les deux en même temps. Ouais, complètement. D'abord merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Je vais essayer de me présenter assez vite. Je m'appelle Guillaume Rostand, j'ai 38 ans, puis totalement parisien d'origine, c'est-à-dire born and raised, j'ai fait mes études, j'ai pas bougé de Paris pendant 27 ans. J'étais pas mécontent, mais c'est vrai que Quel arrondissement, t'étais de quel coin? 17e, d'accord. Alors, j'ai déménagé une fois, j'ai fait 800 mètres. Ok, ça va. et donc j'ai fait toutes mes études, comme tu disais, au Senza et à Sciences Po à Paris. Après ces études-là, il se trouve que j'ai eu la chance, et on reviendra dessus, je pense, de travailler pendant 2 ans dans aux éditions Grasset, qui était ma première passion. Je pense que si on va là-dedans, on prendra un peu de temps. On va parler de passion, j'aime bien. Voilà, et donc j'aurais des choses à dire là-dessus. Et après mes études, j'ai commencé chez Énergie, groupe Énergie, pendant quelques mois. Ça n'a pas du tout été une expérience
successful, comme on dit. Je risque de faire pas mal de franglais parce C'est pas très grave, ça va aller. que malheureusement c'est un peu la loi du jour maintenant. Et grâce à une ancienne prof de Sciences Po qui m'a donné la chance de pouvoir rentrer chez Énergie, c'était mon premier job. Ça s'est pas passé merveilleusement, mais je suis Du resté... temps de Beautrou, non? C'est ça, non? Oui, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Avec un management assez particulier quand même, je crois. Hein. assez particulier. On était très sales-oriented, alors que notre objectif était de créer une cellule de conseil un peu plus qualitative dans un monde de commerciaux. Bon, la greffe n'a pas vraiment prise. Ouais. Mais du coup, en sortant de chez Énergie, j'ai eu la chance de découvrir Internet. Internet globalement, c'est-à-dire que je suis rentré chez eBay, qui à l'époque, en 2006, était quelque chose d'assez gros. Et en fait, 2006, c'était un petit peu le début de la deuxième vague d'Internet. C'était après la bulle, quoi. Hein. C'était le redémarrage. C'était exactement au moment où ces business commençaient à être consolidés et à être de vrais business. Ouais, complètement. Et donc, je suis rentré chez eBay, j'y ai passé 2 ans et demi. C'était très intéressant, puisque tout en étant un monde où un business consolidé, c'était encore assez novateur, assez nouveau. Et comme il n'y avait pas de formation pour faire ce boulot, on apprenait un peu sur le tas et c'était assez excitant. Au bout de 2 ans et demi, eBay a décidé de centraliser toutes les opérations européennes à Zurich et à Londres. Donc ils ont globalement fermé les bureaux parisiens, milanais ou je sais plus trop. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir en Chine. Donc j'ai 27 ans et je pars en Chine, moi qui travaillais dans le contenu, j'étais rédacteur de contenu, je m'occupais de tout le contenu du site d'eBay France. Me voilà, par une sorte de concours des circonstances, directeur marketing online d'une start-up qui à l'époque était en pleine explosion, qui s'appelle MyFab, depuis la Chine, depuis Shanghai. D'accord. Donc un sorte de switch à 360. Pour le Parisien de pure souche, se retrouver en Chine en 2006, oui. Voilà. C'était un beau virage. Hein. Exactement. C'était début 2009. Ouais. Début 2009, j'arrive en Chine, j'apprends un job dans une boîte en pleine croissance où il a fallu que je recrute 16 personnes de toute nationalité pour faire tout un tas de jobs. Comme ça arrive souvent dans les startups qui sont en croissance, c'est que on ne sait pas trop pourquoi on les embauche, mais on les prend parce qu'on a besoin de faire une tâche et puis on grossit, puis un jour tu te dis tiens, j'ai une équipe de 16 personnes, j'ai 27 ans, c'est assez marrant. Ça a duré 1 an et demi. La Chine, ça a été une expérience extraordinaire parce que bon, je veux dire un peu les clichés, mais c'était extrêmement dynamique. En 2010, c'était au moment de l'Expo universelle. C'est une vie qui te fait avoir une anecdote par jour. Par exemple, pour l'Expo universelle, ou ailleurs qu'en Chine, tu peux voir une ligne de métro entière construite en 3 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de métro, 3 mois après, il y a un métro. Ils ont déménagé toute une province, ils ont dit, toi, tu faisais des pâtes, maintenant tu fais un métro. Donc, il y a des histoires dans tous les sens, et ça a été un réservoir d'histoires pour ma famille et moi, d'anecdotes dont on se rappelle encore des ans. Donc tu es parti en Chine avec ta femme directement là-bas, vous êtes parti en expatrié, quoi, en fait. Voilà, c'était exactement. Ça, hein. Oui, on s'était mariés un peu avant, je me suis marié assez jeune, et fort heureusement, parce que la Chine est un pays, voire un continent qui peut un peu te faire tourner la tête là-dessus, j'étais marié, et on a vécu cette expérience pendant une heure, vraiment. Ça va être la partie off-record de la Chine. D'accord, oui. Mais bon, comme j'étais marié, je vais pas couper, mais bon, t'étais marié, donc t'assumes. Non, c'est parce que j'étais marié que j'ai pas connu Tout va bien, cette alors. partie-là, qui est la légende, mais qui est vraie. Oui, je pourrais faire vraiment 6 heures sur la Chine, tellement c'est un concentré de vie. 1 an et demi, exceptionnel. Au bout d'1 an et demi, à la fois la start-up pour laquelle je travaillais, c'est beaucoup moins bien. Et puis aussi, le rythme de vie que t'impose la vie en Chine, fait qu'au bout d'1 an et demi, ça allait. Vous travailliez, c'était sur le marché chinois? Pas du tout. Vous aussi? Non, c'était sur le marché français? En fait, c'était un site qui s'appelait MyFab et qui fabriquait en Chine des meubles vendus en France. D'accord, ça va. Avec un modèle qui était direct usine, on va dire. Donc en fait, tout était produit en Chine, envoyé par bateau en France. Mais il avait été décidé de centraliser les opérations, dont le marketing, dont toutes les opérations. Le développement sur place. D'accord. Ouais. Moi, ça m'a offert une énorme opportunité, ça, c'est clair, professionnelle et puis une expérience de vie exceptionnelle. Et du coup, ça n'a pas pris vraiment? Ça a été compliqué? Ça a été assez compliqué parce que sur ce modèle-là, il y a énormément d'histoires. Ça a été moyennement géré, mais le fond de l'histoire, c'est que la logistique qui est dans le métier du e-commerce, on reviendra sur ce que je fais aujourd'hui où je vends du trafic, mais à l'époque, quand tu vends des canapés, la logistique est quelque chose qui peut
vraiment plomber ta boîte, dans le sens où faut avoir une optimisation extrêmement fine des coûts, parce que c'est un coût, comment dire, que tu rajoutes et qui peut te surprendre. Dans le sens où, en plus c'était un modèle à la demande, donc il fallait qu'il y ait 100 commandes sur le site pour passer une commande au fabricant pour l'envoyer par bateau. Et si on était sur des délais super longs, donc, je suppose. Ouais, très très long, c'était très compliqué de récupérer la douane. Donc il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché, mais parce que le modèle était très complexe, et de fait, ce modèle-là est quelque chose qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Donc c'était très novateur, parce que c'est une super idée marketing, mais alors techniquement, opérationnellement, un enfer. Un enfer. Donc on est rentré en France parce que pour tout un tas de raisons, et on a très mal vécu le retour en France, dans le sous t'as un peu, pour ça que je parlais des 27 ans, tu passes 25 ans au même endroit, tu vas à l'autre bout du monde, ça t'ouvre un tas de perspectives d'horizon, tu rencontres des gens, il t'arrive des trucs incroyables, en tout cas à l'échelle de ta vie de Parisien, et puis en rentrant, t'as l'impression de reprendre ta vie, ou qu'on te force quasiment à reprendre ta vie là où il était avant, c'est-à-dire là, avant la découverte. C'est la difficulté des expatriés qui reviennent dans leur pays, hein. Il y a des accompagnements psychologiques pour certains, enfin, c'est une vraie difficulté que tu pars, je sais pas si tu pars de 5 ans à Bali et que tu reviens à Paris, il y a un vrai choc, et c'est une vraie difficulté pour les familles, les enfants, c'est quelque chose de difficile. Oui. Clairement quelque chose, effectivement. Alors comme il y a une petite teinte de quoi tu te plains, parce que tu as été vivre à l'étranger, c'est moins, on est presque honteux de sentir ce mal quelque part, mais c'est une réalité, parce que, et je pense que c'est le décalage d'avoir vécu des choses, et vraiment de revenir un peu à une sorte de casse-départ. Et puis il y a ce truc qu'il y a beaucoup de gens, à Paris, tu as beaucoup de gens qui disent j'aimerais bien partir vivre à l'étranger, j'y arrive pas, machin, bon, et puis quand tu le fais et que tu reviens, vraiment, t'as presque ce sentiment de régression. Et puis, si tu veux, je me souviens d'être arrivé un jour de novembre devant chez nous avec nos cartons de déménagement qui étaient arrivés. T'as pas envie. Non. T'as pas le feu sacré. Paris en novembre, c'est quand même gris. Hein, le ciel est bas quand même. Hein, le ciel est bas. Voilà, même si j'adore Paris. Mais j'adore Paris aussi. Et puis j'aime la France, et je veux pas faire du French bashing. Mais fondamentalement, je me disais, on repart. On ne sait pas. Et par hasard, je suis tombé sur Barcelone. C'était pas un choix au départ. Je me suis pas dit, tiens, je viens m'installer à Barcelone. C'est une occasion, un boulot, coup de chance encore, qui m'est tombé dessus, et j'ai trouvé un job ici. Et donc 6 mois après... C'était dans le groupe E-Dreams déjà Non, pas du tout. J'ai beaucoup bougé. Alors on est au tout début de l'histoire. D'accord, je vais essayer de te la faire vite, mais on était au début. Bon, il fait jour encore, ça va. Voilà. Alors dans 6 heures. Et puis alors là, j'ai fait... j'ai passé 3 ans et demi dans une boîte qui s'appelait Splendia, qui était un moteur de réservation d'hôtels de luxe, qui a été revendu au groupe Voyage Privé, où j'étais directeur marketing pendant 3 ans et demi. Et c'est grâce à ça que je suis venu à Barcelone. J'y suis resté 3 ans et demi, très sympa. Environnement très difficile, et je pense qu'on y reviendra en parlant de l'Inigo, c'est qu'on est quand même dans un marché qui est le voyage en ligne, qui se consolide énormément. On était un petit acteur, et quand tu es dépendant de Google, qui te donne du trafic gratuit par le référencement, ou du trafic payant par AdWords, tu es très Google dépendant. Et du coup, dès qu'un gros acteur, dans le cas de la réservation d'hôtel, c'était Booking, en fait, ils te prennent ce qu'on appelle le trafic, ta share of traffic. C'est-à-dire qu'ils viennent indirectement te voler ton trafic, et ça veut dire que les coûts d'acquisition, ce qu'on appelle les coûts d'acquisition, ont augmenté. D'un autre côté, les hôtels qui ont eu de plus en plus de canaux pour vendre leurs chambres, commencent à négocier les commissions que tu leur donnes. Enfin, c'était très compliqué. Certains commencent pas à cette époque-là, c'est assez récent quand même, commencent à sortir de Booking, à sortir des moteurs aussi. Comme on a vu pour le groupe Accor, qui était une vraie décision de mettre en avant leur site internet et de sortir de Booking. Et... Ça, c'était l'étape d'après, parce que c'est la dominance de Booking, c'est assez, j'ai tendance à dire darwinien, c'est que Booking grossit, devient monopolistique quasiment. Je crois que c'était jusqu'à 40% des réservations des hôtels, 60% des réservations en ligne. Comme ça, et forcément ils attirent les hôtels en disant on fait des commissions plus basses que les autres, ils achètent tout le trafic du monde, donc ils te coulent par la même occasion, et puis quand ils ont tout le trafic, ils disent alors on va parler de la commission, et ça va plus être la même chose. Après ils remontent les prix. Classique. La méthode classique. Et du coup nous c'était juste un peu avant. Et j'en suis parti en 2015 parce que comme après quelques années donc dans ce monde digital
plein d'innovations, qui est très dynamique et très intéressant. J'ai eu la tentation de monter ma propre boîte, sur laquelle j'ai passé 1 an à peu près. Et qui À Barcelone toujours? À Barcelone. J'avais décidé de rester. Là, tu avais décidé de rester. Quand tu es Ouais. arrivé à Barcelone, ça a été un coup de foudre dès le départ? Ouais, c'était un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre parce que oui, c'est assez instantané parce qu'en fait Barcelone pour moi, est la meilleure ville du monde. Et du reste, quand je te disais que en y partant, j'avais pas l'idée d'y être encore 8 ans plus tard, c'est qu'en fait, c'est vraiment un piège à loup cette ville. Le seul défaut que ça peut avoir, c'est que professionnellement, il faut trouver un travail qui te permette de bien vivre. Mais quand tu arrives, je me souviens d'être arrivé en train. D'aller dehors, il y avait des palmiers, du soleil, et de découvrir cette ambiance, cette chaleur. C'est très difficile de ne pas tomber sous le charme, parce que tu es à 1 heure de Paris, parce que c'est très cosmopolite, ce qui est génial, en partie pour la communauté française qui est vraiment assez grande, hein, immense. Je pense on est 40 ou 50 000 Je Français. crois que c'est 50 000, ouais, il y a une communauté de 50 000 Français ici. Donc il y a ce côté ville de province française quelque part. C'est une grande ville, tout en étant à taille humaine, parce qu'il y a 1 million d'habitants, intramuros, 3 millions, mais on évolue dans un univers qui est vraiment, je trouve, à la taille idéale pour ni être perdu, ni être trop entre nous. Donc voilà. Et amoureux. Moi, je suis amoureux de sans Barcelone. vouloir faire de prosélytisme, parce que bien. c'est quelque chose qu'on pourrait me reprocher ou pas, mais il y a quelque chose, c'est ce que je te disais, il y a quand même cet exotisme facile, quand je te disais que c'était en préparant, que ça me faisait penser à la phrase de Michel Jonas dans Super Nana qui dit que c'est le Brésil pour 1000 balles. Il y a ce petit côté, le Brésil à 2 pas de chez vous. Quoi. Oui, c'est ça. Quoi. Voilà, avec un low cost. Et moins de risques de se prendre, et moins de danger. Donc, ensuite, il y a des mauvais côtés, mais c'est une ville qui est très agréable à vivre. Donc là, ta première expérience de 2-3 ans, t'as monté ta boîte, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai monté une première boîte dans les logiciels, dans un logiciel B2B, voilà, dans l'univers du voyage, qui n'a pas marché parce que j'ai fait toutes les erreurs qu'il faut faire. Heureusement, assez rapprochées. C'est-à-dire, dans une seule année, j'ai fait toutes les erreurs. Je suis parti tout seul, sans investisseur, avec un peu d'argent que j'avais, pour développer un logiciel, chose que j'avais jamais fait, avec des développeurs en Roumanie. Voilà, en fait, si tu fais la liste de ce que j'ai fait, vraiment, tu dis, t'as tout fait pour que ça marche pas. Ouais. Ça pouvait pas bien partir. Et pourtant, du coup, ça n'a pas marché. J'ai dit, j'arrête tout. C'est un échec? Tu le vis comme un échec? Non, j'appelle ça mon MBA. D'accord. D'ailleurs, ça m'a coûté à peu près le prix d'un MBA, tu vois. Ça, donc, sans le diplôme, mais... Exactement. Mais avec l'expérience, avec la vraie expérience. Oui, non, c'est pas un échec. C'est pas un échec, c'est pas une réussite, parce qu'en fait, tu parles pas des mêmes choses. Ça t'apporte de la maturité personnelle, mais c'est sûr que tu as toujours la tentation de te dire que tu as perdu un peu de temps ou que tu aurais pu faire les choses différemment. Mais c'est intéressant de se dire, voilà, on a fait, t'as testé, voilà, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, après c'est dans la tête après, hein. C'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on en fait un échec ou est-ce qu'on en fait un MBA comme tu dis, quoi? Voilà, après qu'est-ce qu'on fait de son expérience en fait, c'est ça, hein. On en fait non, je pense qu'on en fait quelque chose de bien dans la mesure où c'est énormément d'apprentissage et c'est un peu ça fait aussi penser MBA mais aussi à la prépa. J'ai fait une prépa juste après mon bac et en fait c'est un peu l'année où tu travailles dans ta vie et là j'ai l'impression que c'est l'année où j'ai appris beaucoup de choses d'un point de vue professionnel qui sont un peu tous les signaux faibles, tout ce qui est un peu caché, parce que forcément d'apprendre la technique de ce que je fais aujourd'hui qui est de gérer le marketing d'un site internet, forcément dans une boîte qui marche pas, ça marche pas, donc tu ne le fais pas. Alors que là j'ai appris vraiment plein de ressorts, j'ai monté une boîte ici, des trucs administratifs, donc tu grandis et en fait tu sors, je pense, à la fois de ta zone de confort et à la fois de la zone de fantasme. C'est-à-dire que on est globalement, si tu reprends ma carrière avant ça, j'ai eu de la chance de tomber dans un domaine qui marchait très bien, où il y avait plein de jobs et où la vie était relativement facile. Donc, et en plus, tu as des histoires de levée de fonds, de sorties d'IPO, de gens qui gagnent des fortunes, et ça te monte forcément un peu à la tête parce que tu as une déconnexion. Ça commençait à peine encore en 2009. Ouais, alors. Ça commençait à peine. Il y avait quand même déjà des grosses success stories. Tu voyais mais effectivement, il y avait la partie levée de fonds, enfin voilà, ce qu'on vit aujourd'hui depuis 2 ans, voilà. Ça, c'était pas aussi extrême. Pas aussi extrême, oui. Mais en gros, on savait qu'Internet, il y avait des gens qui pouvaient gagner beaucoup d'argent très vite et très facilement, et il y avait toutes ces success stories. Et te prendre un peu une claque dans la gueule, c'est pas mal. Parce qu'au moins, tu peux pas ni avoir de remords, ni avoir de regrets.
tu l'as fait. Bah là, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure, parce que tu es aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure quand je t'ai présenté, mais président, non Président, oui. Oui, voilà, Oui. c'est bien. Bon. Voilà. C'est aussi président de la Tu peux dire empereur aussi, mais bon... la French Tech de Barcelone, Ouais. qui est une des French Tech qui bouge pas mal quand même, hein, sur toutes. Hein, ouais. Ça bouge... Les plus actives, je sais pas, enfin, il y a des qui sont plus ou moins grosses, mais... Bah, il y a... Genève, j'ai l'impression qu'il bouge aussi. Genève, il bouge. Ça dépend. En fait, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la taille de la communauté qu'il y a et évidemment des gens qui s'en occupent et puis du temps qu'ont les gens qui s'en occupent. Oui. Donc en fait, c'est trois choses. et oui, ça c'est un job, une occupation associative que j'ai depuis juin dernier. Mais je vais finir. Et en fait, je finis très rapidement sur quand j'ai planté ma boîte, comme ça. Ouais, on reviendra dessus. Excuse-moi parce que je peux passer d'un sujet à l'autre, mais bon, c'est pas grave. C'est intéressant de toute façon. Donc voilà, on finit sur ta boîte. Sur la boîte, donc je la plante et puis je commence à faire des missions de conseil parce qu'il faut bien, il fallait bien rentrer de l'argent parce que voilà, c'est la réalité. À côté de ça, j'ai monté d'autres boîtes de coques d'iPhone, de vente de radiateurs. J'ai fait plein de petites initiatives. Bon, et pendant encore une autre année où j'ai accompagné plein de boîtes. Et ce qui était, c'est pour ça que ce sera une bonne tradition avec la French Tech, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré vraiment énormément de gens à l'intérieur de l'écosystème. Et mon associé qui était à Paris, à un moment donné, je lui ai dit on arrête toutes les boîtes, on va faire du conseil. Parce qu'en fait, c'était là que je me sentais un peu plus à l'aise. Je suis parti faire une grosse mission de conseil à Paris. Et mon deuxième client, c'était les Ligo. D'accord. En fait, et au bout de quelques semaines, ils m'ont fait une offre, j'ai envie de te dire une offre qu'on ne peut pas refuser. Bon. Et grâce à l'ancien directeur marketing, qui est un type que tu devrais rencontrer, qui est très sympa, qui maintenant est parti monter sa boîte, qui m'a appelé en disant voilà, on a besoin de quelqu'un chez Nigo. Je suis venu en mission, ils m'ont embauché, et puis aujourd'hui j'y suis Il a monté encore. quoi comme boîte ? Il a monté une boîte qui s'appelle Pricing Hub. D'accord. Voilà, et donc je suis assez redevable à ce type qui s'appelle Jérôme Laurent de m'avoir. Ouais. Je peux faire toutes les dédicaces aux gens qui ont été l'ancienne boss d'énergie, tous ces gens, je suis resté en contact avec eux. Donc il m'a fait venir en mission de conseil. Ce qui est amusant, c'est que je suis arrivé un jeudi, il est parti le vendredi soir, il a quitté la boîte le vendredi soir, donc on n'a jamais bossé ensemble, mais on est resté très copains. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré ici chez Nigo en octobre peut-être ou fin septembre 2017 et qui est une super boîte. Et effectivement, en parallèle de ça, cette association de la French Tech qui avait été créée en 2016 ici, au moment où en fait la French Tech qu'on dit centrale, c'est-à-dire la French Tech de Paris, l'initiative du ministère de l'économie et des finances, au moment où ils ont labellisé les villes internationales, il y a une French Tech qui est un peu sortie de terre à Barcelone. Effectivement, d'abord sous l'impulsion une espèce d'impulsion politique qui venait de Paris, et puis parce que des gens ici ont voulu aussi reprendre cette initiative, et enfin parce que oui, il y a pas mal de composantes qui font que Barcelone est une vraie place forte de la French Tech, pour trois raisons, c'est-à-dire que il y a la généralisation, beaucoup de start-up ou de scale-up qui valident leur marché en France, choisissent l'Espagne comme premier marché international. Parce que c'est plus petit, c'est pas loin, parce qu'en plus, comme ça, on ira à Barcelone, on ira au soleil. Oui, c'est bon. Et puis, il y a une culture aussi, peut-être... La culture, de consommation qui n'est pas si éloignée, quand même. C'est un pays latin. Ouais, c'est ça. Voilà, on peut facilement dupliquer. En tout cas, ça coûte forcément moins cher que d'aller en Allemagne ou en Angleterre. Et donc, tu as tout un tas d'ensemble. Dupliquer, c'est pas non plus tout le temps facile. Il n'y a pas que des réussites. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui vient à l'esprit, le premier, en disant on va tester l'Espagne. Et donc, ce premier groupe, il y a toute une partie qui décide de s'y implanter au-delà même des équipes qui s'occupent du marché espagnol, mais pour mettre des fonctions, des shared services, des fonctions support, le service client, de la tech, ou même la gestion de toute l'Europe du Sud, le Portugal, l'Italie, parce qu'on trouve des ressources qui parlent toutes les langues, parce que si tu as besoin d'un Suédois pour du service client, ici, tu peux le trouver. C'est pour ça qu'il y a Facebook qui a monté une plateforme active, il y a Airbnb, enfin, il y a des grands acteurs qui ont mis des plateformes pour l'Europe ici. En fait, Et en France, sur les boîtes françaises, il y a Criteo qui a fait tout ce qui s'appelle Mid-Market, le groupe La Fourchette qui a tout son service client et beaucoup de ses opérations centrales ici. Donc en fait, ça c'est le premier groupe qui fait que naturellement la French Tech est représentée. Ouais, complètement. Ensuite, tu as tous ceux que j'appelle les exilés balnéaires, dont je fais partie, qui montent des boîtes depuis ici.
Alors, avec Donc je fais partie aussi. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle les exilés balnéaires. Donc on monte from scratch depuis Barcelone, avec généralement le pattern d'avoir comme marché principal la France. Mais bon, le coût d'accès aux ressources, c'est un peu, les développeurs sont moins chers qu'à Paris aujourd'hui, c'est devenu très cher. Même si ça bouge quand même, hein. Enfin, il y a quand même une inflation énorme. Il y a une inflation qui est énorme. Déjà, le gouvernement a légiféré espagnol, puisque le SMIC a été largement augmenté, parce qu'il y est le SMIC ici, en tout cas, a été augmenté, et puis je pense qu'il va augmenter encore. Ouais. On va arriver sur des bases un peu françaises. Arriver sur des bases. En fait, je pense qu'il y a il y a presque. Salaire minimum, je parlais en tout cas. Hein, où on était plutôt à 800, 700, 800. Moi, quand je suis arrivé, on était à 780. Aujourd'hui, on est à 1200, 1000, 1200. Enfin voilà. Donc forcément, c'est une inflation sur les salaires, ça c'est clair. Clairement. Donc, ce qui fait aussi que je pense l'Espagne va changer à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense que les restaurants où vous pouvez manger pour 10 euros, je pense que ça va commencer à être un peu compliqué. Parce que les prix vont forcément monter. Il va forcément avoir une inflation des prix, ça c'est clair. Oui, c'est complètement à prévoir. Bon, on se dira qu'on l'aura bien vécu alors. Complètement. Je suis en train de me saper le moral. Bon, tu sais quoi, je rentre à Paris. Bon, il y a encore un peu de marge quand même. Non, je pense qu'il y a de la marge parce que. C'est encore plaisir pour quand même moins cher qu'à Paris. La bouffe est fabuleuse ici. Et puis la bouffe, il y a de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des restaurants dans lesquels il y a de l'espace. Enfin, après, je vais faire mon apologie de Barcelone, ça va durer. On est à Barcelone pour ça. Voilà, non mais voilà, tout est encore abordable. Alors certes, il y a t'as raison, de l'inflation sur les ressources tech. Mais pour revenir sur ce groupe des exilés balnéaires, il n'empêche que les loyers sont encore moins chers. Évidemment, il y a la question du droit du travail qui fait qu'il est plus facile d'embaucher et de se séparer de gens, que les charges coûtent un peu moins cher. C'est pas du tout un paradis fiscal, mais tu rajoutes ça avec la qualité de vie. Il y a beaucoup de gens qui disent je vais plutôt monter ma boîte depuis ici, quoi, parce que la Finlande c'est sympa, mais enfin Barcelone. Et ça m'amène au troisième groupe qui sont les commuters. C'est-à-dire les commuters qui installent leur famille ici, qui ont toujours leur boîte en France. Et qui font du lundi au mercredi. Alors, c'est un rythme épuisant, mais c'est ce que ça coûte pour vivre au paradis, quoi. Et donc du coup, parce que ça revient à la French Tech, ça compose un ensemble hétéroclite d'individus que la French Tech a pour mission de réunir et d'animer, parce que tous ces gens-là bossent dans la tech. Tech, ça veut dire, finalement, ça peut vouloir dire, tu montes une petite agence de marketing online tu diriges, je sais pas quel département, chez Criteo, où il y a 300 personnes. Donc c'est hétéroclite, et puis je pense qu'on parle de 2 ou 3 000 personnes. Et il y a 200 boîtes, à peu près, c'est ce qu'on a cartographié. Donc il y a 200 boîtes dirigées ou montées par des Français qui opèrent depuis Barcelone. Notre association, avec la chance d'être l'antenne locale de la French Tech globale, c'est d'abord d'accueillir les gens qui arrivent, parce qu'on arrive et que si on peut donner un coup de main, il faut garder le côté associatif. C'est-à-dire que, en fait, un entrepreneur tech qui arrive, il tombe sur moi, ce qui est tout le mal que je lui souhaite, que je me souhaite, parce que c'est quand même pour ça que je le fais. En fait, il va avoir les mêmes questions que les 200 autres qui sont venus avant lui. Autant que moi, je les mette en relation pour... C'est un avocat, un bureau, un truc. Donc ça, voilà, on essaie de faire ce flux d'informations. Après, on les anime, on fait pas mal d'événements. Ça, c'est assez puissant ici, quand même. Moi, je l'ai vécu tout de suite quand je suis arrivé. Alors, moi, j'ai pas tapé à la porte de la French Tech parce que j'étais pas sur la tech, mais j'ai tapé à la porte de la Chambre de commerce française qui m'a ouvert les portes de la même façon. Et tu as un vrai réseau aussi, tu as un vrai réseau quand même français. Tu trouves ton expert comptable, tu trouves qui parle français, tu trouves ton avocat qui parle français, tu trouves ton banquier qui va parler français. Je te parlais d'une ville de province, c'est quand même aussi parce que tu as aussi la notabilité qui est là avec le médecin, l'avocat. Et il y a une aide, il y a vraiment une aide et il y a une cooptation. Et ça, après, et les gens sont très demandeurs. Il y a la Peña aussi qui intervient beaucoup. Enfin, voilà, il y a beaucoup qui est un club aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fait que c'est assez facile, et il faut surtout pas rester dans son coin, mais c'est assez facile, et aller vers les autres, et ça se fait super facilement. Les gens sont très ouverts à ça, parce que le point commun qu'on a tous, c'est qu'on est quand même tous très contents d'habiter ici. Donc et je pense que ça nous rend un peu plus enclins à aider les autres. J'ai parfois tendance à dire que les Français sont beaucoup plus sympas à l'étranger qu'en France. Et je ne sais pas si j'ai tort. Je ne sais pas s'ils sont plus sympas, c'est peut-être, ou alors c'est que les sympas qui sont venus ici, je sais pas. C'est possible. Les sympas, c'est nous. C'est sympa pour les gens qui écoutent, qui sont à Châtelet, qui disent attends, alors qu'est-ce qu'il faut que j'en déduise? Non, attends, rien du tout. Non, rien du tout. Rejoins-nous dans la secte. Complètement. Les portes sont grandes ouvertes. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça je l'avais expérimenté en Chine, c'est que tu as un niveau d'interlocuteur. Je raconte souvent l'histoire d'avoir dîné entre le patron de Lafarge et le patron de BIC en Chine, qui sont des types qui doivent avoir des centaines de milliers de Chinois qui bossent, et qu'évidemment à Paris, j'aurais jamais rencontré.
Sauf si c'était mon père et mon cousin, tu vois. Alors je trouve que c'est pas le cas. Et t'as un peu ça ici, c'est qu'en fait tu as des cercles concentriques qui fait que les gens intéressants, enfin tu rencontres facilement des gens très intéressants et que tu as ce plaisir de visiter ici. Donc effectivement, comme tu disais, t'arrives et nous on est heureux de faire ça, de pouvoir accueillir les boîtes. On anime, on fait pas mal d'événements. L'idée, c'est on va faire un événement assez gros. On est toujours en partenariat, effectivement, avec la Chambre, avec Business France, avec tous ces organismes-là, au moment du Mobile World Congress. Et du salon qui s'appelle 4 Years From Now, qui est un salon plutôt de start-up. Et la troisième partie, on essaie de développer de l'accompagnement dans la recherche de talent, parce que tout le monde te dira quand même qu'il a du mal à trouver des gens, ou des gens qui ont du mal à trouver du boulot, parce que c'est pas forcément très fluide. Ensuite, il y a tous les projets qui peuvent chercher à faire du business développement ou chercher à lever des fonds. J'essaie de travailler sur une sorte d'accompagnement au projet très early stage. Donc tous ces projets d'accompagnement, nous on essaye d'aider, sur le temps qu'on a. Et en plus de ça, de plus en plus, on crée le lien avec la tech espagnole. Et ça, c'est l'un des objectifs vraiment de la French Tech, c'est que les startups espagnoles qui ont un intérêt pour la France en tant que marché, nous, on essaye d'intervenir pour les faire venir en France, créer de la valeur pour tout le monde et tout le monde est content. Et c'est assez passionnant, même s'il faut arriver à gérer son agenda pour pouvoir dégager du temps, mais c'est assez passionnant parce que vraiment, moi, j'ai une vraie affection pour les startups, au-delà même de l'argent qu'ils gagnent, au-delà même du succès, mais faire de rien quelque chose, c'est admirable. Moi, je n'y suis pas encore arrivé, mais j'ai la chance d'avoir investi dans quelques boîtes qui y arrivent, et c'est beau. Alors, c'est mercantile, si tu veux, dans un certain sens, mais bon, c'est quand même des aventures humaines, et ça, il y en a pas mal qui émergent ici. Voilà. Et quand je fais ça à peu près tous les jours, ça m'amuse. Ouais, complètement. Alors chez Liligo, qu'est-ce que tu fais, voilà. Alors chez Liligo, je m'occupe chez Liligo, j'ai fait pas mal de choses parce que j'ai été embauché dans une mission, on va dire, de restructuration au départ, en compagnie d'autres personnes, pas mal repris la boîte, et maintenant je m'occupe surtout du marketing. Alors du marketing, directeur marketing pour ce qu'on appelle un pure player, en gros un site internet. Ça consiste assez simplement à générer du trafic le moins cher possible. Voilà. Ça enlève toute la sexiness du truc. Mais et ça, c'est le résultat que tu veux obtenir, c'est que tu veux qu'il y ait un maximum de gens qui visitent et qui convertissent sur ton site. Convertir chez Linigo, ça veut dire être redirigé vers une offre qu'on met en avant. Linigo, c'est un moteur de recherche, un moteur de comparaison d'offres de billets d'avion. Donc, en fait, si tu veux faire un Paris-Barcelone, tu mets le lieu, la date, t'envoies la search, et nous, on va compiler 250 sites, et donc 250 fois 250, un million de combinaisons pour t'offrir le meilleur rapport qualité-temps prix. Qualité-temps prix. Oui. Et donc, moi, mon boulot là-dedans, c'est de faire en sorte que les gens connaissent Liligo et qu'ils y viennent par eux-mêmes. C'est pour ça qu'on fait de la pub télé en France, qu'on fait de l'affichage dans le métro. La France reste notre marché principal. C'est pour ça que je dis la France. Et ensuite, d'optimiser le site pour avoir plus de trafic naturel, ce qu'on appelle le SEO. C'est-à-dire que quand tu tapes comparateur de vol, le premier résultat qui sort soit Liligo. Et ensuite, j'achète beaucoup. D'essayer de donner le moins d'argent possible à Google, quoi, c'est ça ? Alors ça, oui. C'est d'essayer encore de donner le moins d'argent possible à Google. Parce qu'effectivement, la troisième partie... Là, ça doit être un gros budget chez vous, je suppose. C'est notre assez gros budget. On est en plusieurs dizaines de millions d'euros, quoi. Et et Google, Facebook, il sait être... maintenant, c'est devenu, si tu veux, un travail... Comme ça, quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était un travail... je ne vais pas dire simple, mais il y avait des ordinateurs de bureau, limite encore avec le tube cathodique derrière, voilà. On est passé au mobile. À l'époque, il n'y avait pas, les GAFA qui évoluaient dans des écosystèmes fermés. C'est-à-dire que Facebook, il y a 10 ans, nous envoyait plein de trafic. Aujourd'hui, ils veulent garder le trafic pour eux. Google, c'est pareil. Donc tout ça, c'est très complexifié et est devenu ultra mathématique et algorithmique. Donc, et très très compétitif. Donc alors que c'était un Eldorado, c'est devenu quelque chose de chirurgical. Comment ça évolue sur la recherche de flux comme ça ? Vous êtes toujours sur Google, Facebook, vous avez une évolution sur Instagram aujourd'hui qui est un des gros acteurs.
Est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui qui On sont l'attend en train tous. Ouais. Alors il y a TikTok. On a qui arrive. l'impression qu'on arrive un peu à la fin d'un. Un peu, ouais. C'est un peu usé. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que c'est un peu usé. Dès qu'il y en a qui. Non, mais t'as Qui gagne raison. beaucoup d'argent. Mais... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est le système, je vais presque dire le système concentrationnaire, même si bon, c'est pas forcément très heureux de ces boîtes-là, fait que non seulement elles gardent le trafic pour elles-mêmes, elles sont en position de monopole, mais que quand un acteur émerge, Instagram, WhatsApp, machin, ils le rachètent. Et ils peuvent le racheter. On s'est tous dit en 2012, quand ils ont racheté 1 milliard Instagram qui faisait 0 €, voire 0 $, on s'est dit, et regarde ce que ça fait maintenant. Donc en fait, le truc, c'est qu'ils ont le pouvoir, quand tu vois leur valorisation boursière, le cash qu'ils ont, si tu as une bonne idée, ils vont l'avoir, ils vont l'apprendre et soit se l'approprier. YouTube. Donc en fait, il y a encore des possibilités, mais c'est vrai qu'à l'extérieur de l'écosystème des GAFA, c'est extrêmement compliqué parce que à eux tout seuls, ils représentent, je sais pas, 80% de la pub online ou peut-être plus. Voilà. Et je sais pas quel est le pourcentage de trafic qu'ils représentent, mais en plus, quand tu vois que Google vient de dire qu'ils enlevaient les cookies, qui sont des éléments publicitaires de Chrome, qui est 60% des navigateurs dans le monde, là, ils maîtrisent la chose. C'est-à-dire qu'ils doivent nous regarder en disant ils sont marrants, ils se battent dans leur... Et on voit que les autres, ils n'y arrivent pas, quoi. Enfin, il y a le moteur de recherche français... Quant. Qui a des difficultés aujourd'hui. Enfin, voilà. Mais ça, c'est de notre faute. Hein. On n'avait qu'à pas être 97% des Français à n'utiliser que Google, parce que on a creusé un peu notre propre tombe. Alors, on va pas être aussi dramatique, mais il se trouve que quand tu dis qu'il y a rien de nouveau qui arrive, c'est effectivement parce que ces choses nouvelles, qui étaient Google, Amazon à l'époque, on les laissé grossir jusqu'au moment où en fait, tu as l'impression qu'ils bouchent un peu le tuyau. Tu vois. Et les concurrents, Yahoo a fait toutes les erreurs qu'il fallait peut-être pas faire à un moment. Enfin, voilà. Non mais voilà, et c'est fondamentalement ce sont des marchés winner takes all. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu dans l'hôtellerie, qui se passe un peu de la même façon dans le business de l'Illigo sur la comparaison de vol, c'est qu'à la fin il y en a un qui gagne. Et alors c'est pas comme au football où à la fin c'est l'Allemagne qui gagne, à la fin c'est les États-Unis qui gagnent. Ouais, donc si tu veux, tu as toujours. Alors sauf que comme paradoxalement la population n'est pas encore entièrement connectée à Internet, comme il y a encore des opportunités qui sortent, mais tu sais que pour vraiment devenir gigantesque, tu vas avoir des problèmes. Mais il se trouve que voilà, dans mon métier, c'est avec ces contraintes-là, il continue à générer du trafic sur un joli produit, donc il faut aussi travailler l'image de marque, les pubs télé, les pubs qu'on fait sur Facebook, sur toutes ces plateformes, les images qu'on met sur les sites, pour que... Instagram, alors on parlait d'Instagram tout à l'heure, vous travaillez beaucoup sur Instagram aujourd'hui ou pas? On a fait pas mal. Ouais. En fait, on a... Pour une marque, c'est quelque chose qui est incontournable aujourd'hui? Ça dépend du type de marque. Si tu fais du e-commerce de petits produits fashion, ça va bientôt devenir, je ne vais pas dire ta première source de trafic, mais quasiment. C'est-à-dire que si tu es dans la bijouterie, le truc et que tu n'as pas un bon Instagram, c'est pas que tu disparais, mais tu auras une énorme opportunité. Parce qu'aujourd'hui, tu as encore la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un taux de reach relativement important. C'est-à-dire le taux de reach, c'est comment est-ce que tu peux avoir de la visibilité sur ton produit ou ton contenu sans avoir à payer Instagram pour apparaître dans le feed de l'utilisateur. Tu peux encore en obtenir gratuitement, ce qu'on appelle c'est de l'organique. Pour un comparateur de vol comme nous, on a beaucoup bossé avec des influenceurs voyage, c'est-à-dire que en échange de les invités au bout du monde ou à Barcelone où on veut, ils prenaient des jolies photos, ils commentaient, on faisait des actions sponsorisées, et ça on l'a pas mal fait. Ça a créé pas mal de trafic, ça. Ça a créé pas mal de. En fait, ça crée pas du trafic en tant que tel. Bon, c'est presque technique, mais comme peut-être difficilement mesurable, je sais pas. Difficilement mesurable parce qu'en fait, ça reste dans Instagram. Et le principe, c'est que les gens font descendre le feed, mais s'ils voient l'Illigo avec une belle photo, en fait, ça crée du top of mind. C'est ça. Donc ça nous permet, en travaillant avec des influenceurs, de créer du top of mind dans un univers où les influenceurs, c'est cool, c'est une image assez jeune. Ça va pas mal souffrir dans les années à venir parce qu'il y a une espèce d'inflation du nombre d'influenceurs qui fait que leur reach à eux aussi ça devient plus compliqué pour eux. Les moteurs de recherche de voyage, puis on finira pour l'Illigo, mais les moteurs de recherche de voyage, c'est encore une manière d'attirer les consommateurs. Est-ce que c'est est-ce que vous sentez est-ce que vous sentez une baisse de trafic ou
Non, nous on vit sous la menace que Google un jour nous chasse de chez lui. Ouais. C'est-à-dire que ces modèles-là, ils fonctionnent parce que tu as un équilibre entre du trafic gratuit et du trafic payant. Donc avec le trafic payant, soit tu l'achètes à Google, soit tu le génères en faisant de la pub télé. Voilà. Et le référencement naturel, en fait, c'est ça qui crée la rentabilité de ton business. Donc on vit sous la menace, mais depuis 5 ans, 6 ans même maintenant, que Google... du jour au lendemain, disent maintenant c'est chez moi. Ce qu'ils ont fait il y a 10 ans. Ils ont un comparateur, enfin ils font la même chose. Hein. Ils font la même chose, mais il y a 10 ans, ils ont fait un truc qui s'appelait Panda, et où ils ont vraiment, là, pour le coup, mis dehors quasiment du jour au lendemain les sites de comparaison comme le Guide, Twenga, Kelku. Et il y a eu des procès, enfin ils ont devant la Cour européenne de justice, la Commission européenne s'est penchée sur le cas, Margaret Vestager, et du coup pour le voyage ils le font plus doucettement, mais de manière assez sournoise quand même. Donc nous, le bon côté c'est que ça nous pousse à nous bouger un petit peu pour trouver des moyens différents. Parce que là les moteurs de recherche de voyage, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'ils existent maintenant? Au moins L'Inigo, ça date je crois de 2006, donc ça va faire... les premiers sites, je crois que Go Voyage c'est 97. Ouais, je crois que c'est Go Voyage, hein, les premiers. Les premiers, c'était Go Voyage. Donc, est-ce que ça, pour répondre à ta question, en fait, oui, ça a toujours... Alors, structurellement, ça existera, à mon sens, toujours, parce que tant que un Paris-Barcelone peut être à la fois opéré par Transavia, EasyJet, Vueling, Air France, et vendu par 250 sites, ça génère un contexte de concurrence qui fait que ces revendeurs, ces compagnies, ces revendeurs, vont vouloir aller chercher des clients. Nous, notre métier, c'est d'apporter des clients qualifiés. Forcément, ils ont vu, ils ont comparé, et donc ils ont plus de chances d'acheter sur le site à ces compagnies aériennes ou à ces sites de revente de billets d'avion. Donc, tant que tu as 250 partenaires potentiels qui, en gros, font la guerre, toi, tu es un observateur de ces... On sent que les compagnies font un gros travail pour capter en direct le flux, quand même. Ah bah oui, mais ça, on est tous... En fait, comme on est tous concurrents sur les mêmes mots-clés. Même EasyJet, moi, j'essaie de positionner les Ligo. Et je suis pas mal positionné. Je prends moins de trafic que le site d'EasyJet, évidemment. Mais oui, on finit par se battre. Et je veux dire, on se finit même par se battre avec... Vous faites de la concurrence entre vous, de toute façon, non? Entre les marques du même groupe, non? Oui, évidemment, parce que quelqu'un qui tape billet d'avion, si je peux l'avoir, je suis content. Si mes petits copains d'à côté peuvent l'avoir, il est content. On se tire la bourre, mais finalement, ça revient toujours à la même personne à la fin, à la même entité à la fin. Mais bien sûr, tout le monde travaille pour les marques du groupe. Ah d'accord, ok. Donc les 600 personnes qui sont ici travaillent tous pour... toutes les marques du groupe, en fait. Voilà. C'est des e-dreams, quoi. Voilà, complètement. Quel serait ton conseil, toi, pour venir s'installer ici? Ton premier conseil, si quelqu'un se dit, tiens, si je crée mon business, on le voit, il y a plein de petits business, et si j'allais le créer à Barcelone, et quel serait le premier conseil, si tu avais un conseil à donner Alors, c'est vrai qu'il y a deux cas. Il y a le cas où tu viens pour travailler, où tu as un boulot, où tu n'as pas de boulot, et le cas où tu veuilles créer ta boîte. Pour venir pour travailler, il vaut mieux venir avec un boulot. Il y a un gros avantage, c'est que c'est à 1 heure de Paris, donc moi je recommande à ces gens-là, et je parle avec pas mal de gens comme ça, de venir 3, 4 jours, 5 jours, de booker des rendez-vous, et de voir ce que c'est. Le marché, les salaires sont beaucoup plus bas. Clairement, pour avoir un salaire parisien ici, il faut avoir beaucoup de chance, être extrêmement bon ou je ne sais ou juste ça. Moi j'ai vu quand même beaucoup de gens qui avaient du mal en tant que salarié. En tant que salarié, si tu n'as pas un profil un peu tech ou un profil en tout cas à valeur, c'est un peu compliqué. Tu vas avoir un salaire à 1200 et si tu veux un appartement, c'est 1000 euros, quoi. Enfin, c'est 900 euros. Dans les profils tech, évidemment, si tu es développeur, tu viens ici, tout le monde doit t'attendre à la sortie d'avion là. T'as la limousine de 18 places qui vient te chercher et ça c'est sûr que mais si t'es même un profil marketing comme le mien, il faut un peu compter sur la chance parce que le mauvais côté des choses, c'est que Barcelone est très bien, mais ça ne vaut pas non plus le coup de vivre ici à tout prix pour les gens qui sont salariés, parce que non seulement il y a ceux qui sont les salaires, et mine de rien, on parle plus uniquement d'argent, mais mine de rien, quand tu as un parcours académique et professionnel où tu pourrais en France justifier d'un salaire de 100, je parle en 100, en base 100, et qu'ici, au max, on va te proposer 60, tu ne peux pas échapper à la tentation de te dire que tu serais peut-être mieux ailleurs, tu peux peut-être mieux rentrer même. Il peut y avoir des regrets. Il peut y avoir des regrets quand tu as des familles, quand mine de rien, il y a plein de choses. C'est pas une ville, c'est une ville qui coûte moins cher que Paris, mais oui, comme tu disais, les loyers augmentent. Donc il faut avoir ça en tête. Ensuite, pour monter son business, pour moi, c'est vachement bien. Parce que les coûts sont un peu moins élevés, parce que pour avoir des compétences internationales, il y en a. Pour attirer des talents,
C'est pas non plus facile comme ça parce que tu fais pas non plus déménager des gens et changer de pays si facilement, mais tu as un écosystème dynamique autour de ça où tout le monde se partage cette même idée que j'ai besoin pour faire venir des Français à Barcelone, je leur vends la destination. C'est une destination qui se vend bien. Je pense que c'est pas. Il faut en tenir compte quand même du recrutement ici. Oui, moi je l'ai vécu, il faut en tenir compte quand même parce que il y a 50 000 Français. T'as des gens aussi qui n'ont pas forcément envie de travailler. T'as beaucoup de gens qui bougent. C'est un problème. C'est quand même un sujet. Hein. Je crois qu'il ne faut pas le prendre à la légère, mais c'est un sujet. Le recrutement, ça reste un sujet. Et l'autre sujet, c'est de voir comment on est capable de commuter, parce que précisément, quelqu'un qui va venir monter sa boîte, un Français, dans 80% des cas, son premier marché, ça va être la France, donc il va devoir pas mal bouger. Et c'est un rythme de vie, moi je bouge pas mal, puisqu'on a 7 bureaux, qui a ses contraintes. Après, c'est vrai que tu prends une espèce d'escalator qui descend vers des taxis et que tu as l'air de la mer et qu'il est jeudi soir et que tu te dis que tu as 4 jours à Barcelone, c'est bien, mais ça peut être fatigant. Donc c'est une composante de Barcelone qui peut être une composante négative en termes de fatigue, mais très positive parce que y a parfois un côté un peu lénifiant à Barcelone. Tu disais, les gens n'ont pas envie de travailler, on va pas dire du mal des gens, mais c'est vrai que c'est une atmosphère de balnéaire, donc tu te sens bien. Et moi, j'aime aller à Paris pour sentir un peu le choc, quoi. Alors, j'aime repartir très vite. Hein, mais, pour aller prendre de l'énergie un peu. Ouais, un peu. Ouais. Pour aller prendre, je dirais pas de la contrainte, mais pour aller prendre du stress un peu. De l'énergie, comme tu peux prendre à Paris ou à New York ou dans des villes comme ça, ou à Londres. Et tu sens que ça bouge, et tu sens que t'as pas le temps, t'enchaînes de rendez-vous, de machin, et finalement, t'as besoin de ça pour balancer le truc. Et donc, il faut monter sa boîte. Et bon, pour moi, c'est précisément à cause de ces problèmes de boulot qui sont pas forcément très épanouissants, en tout cas, qui ont un rapport qualité du boulot, prix, où tu peux comparer avec Paris et être pas très content. Monter sa boîte, c'est probablement ce qu'il y a de mieux. C'est évidemment très compliqué, hein, j'en ai fait l'expérience, mais les gens qui réussissent là-dedans sont vraiment très contents, et c'est une super ville pour avoir un mix travail et work-life balance de très bonne qualité, parce qu'évidemment après le samedi matin tu fais 20 minutes de voiture, tu es sur une plage du bout du monde, donc il y a ça, mais et puis je rajouterais que le conseil, c'est plutôt le conseil ou encore un point positif, c'est effectivement ce qu'on dit plus tout à l'heure du réseau français. C'est-à-dire que se rapprocher du réseau, quoi. Envoyez-moi un mail. Alors, donc on donnera ton mail à la fin. Donnez-moi mon mail, etc. Mon adresse postale, ce que tu veux. Mais il est vrai que ça facilite beaucoup l'installation à Barcelone. Il y a ces gens-là qui sont là et qui sont ravis d'aider. Donc c'est une bonne étincelle pour allumer le moteur. Tu sais que j'aime bien parler de passion, et c'est un peu l'angle aussi du podcast, hein, d'aller se dire, derrière tous ces entrepreneurs, derrière tous ces hommes, ces femmes qui partent, emmènent leur famille des fois à l'étranger, des fois loin, il y a souvent de la passion, il y a souvent des envies, il y a souvent un envie d'une autre vie en tout cas. Et quelle est ta passion, toi ? Qu'est-ce qui t'anime ? Quel est ton moteur ? Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, on se pose tous cette question en permanence, je pense. Alors non, moi, j'ai pas traversé l'Atlantique en trottinette, donc j'ai pas cette espèce de truc. Ça va être compliqué, mais... J'ai essayé, voilà. Ah, t'as pas réussi en fait. Non, j'ai pas réussi. Je suis pas allé très très loin. Hein. Non, mais j'ai pas ce truc overachieving, et c'est vrai que quand tu vas proposer de venir sur le podcast, ou en règle générale, il y a une vraie distance entre les gens qui sont très mis en avant pour des exploits et les gens qui sont plus dans une vie normale, mais au-delà, mais du coup, ma passion, alors je dirais que mon objectif de vie, c'est aussi un peu un problème de Barcelone, c'est qu'on est quand même pas mal sur la qualité de vie, sur ce qu'on cherche, c'est-à-dire que ça là-dessus, j'ai eu la chance de trouver le cadre de vie dans lequel, aujourd'hui, je vois aucun problème. Donc j'ai pas ce truc en disant un jour je partirai bien, et peut-être que je le ferai, peut-être qu'il faudrait que je me bouge pour le faire, mais ma vie, moi je suis ravi ici. Je pense que ça, on l'a compris. Ensuite, en termes de passion, ma première passion, ça a été la littérature. Et comme je te disais tout à l'heure, parce que j'ai eu la chance, c'est pas j'aime le cinéma, les livres et les voyages que tu mets en bas d'un CV. Même si j'aime la littérature, le cinéma et le voyage, et que je le mets en bas d'un CV. Quand je parle de passion, c'est quelque chose qui te porte quand même. Ma première passion, ma passion et la passion à laquelle je reviendrai un peu un jour, j'espère, quand j'aurai le temps et puis quand j'aurai la structure mentale pour le faire un peu comme, on va faire un parallèle rapide avec je te réponds, c'est l'écriture.
Et je te fais un parallèle avec monter une boîte, c'est que je pense que je me mettrai à l'écriture d'un livre quand je sortirai de la zone de fantasme. Ouais. Et ça veut dire avoir le temps de le faire. Et le temps, je ne l'ai pas pris ou je ne l'ai pas eu jusqu'à maintenant. Et j'espère l'avoir un jour. Et moi, ma passion, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, c'est l'écriture. Et puis, ça a été un peu plus tard la lecture. Mais à partir de 7 ans, je me suis mis à écrire des trucs en gros, du plagiat de ce que je disais à l'école. Mais bon, ça ne s'est pas su. Ouais, c'est tenté, excusez. Ouais, voilà. Et ma passion, et du coup, ça a été, la lecture a été ma passion, je pense, de l'âge de, on va dire, 14 ans à probablement 27 ans quand je suis arrivé en Chine, et où là, j'ai arrêté de lire, j'ai dû lire entre 2 et 3 livres par semaine. Et et j'ai eu la chance de pouvoir bosser pendant mes études à Sciences Po chez Grasset, aux éditions Grasset. Et ça a été l'expression de ma passion. Et là où je suis un peu un enfant gâté, c'est que ça, je l'ai vécu à 21, 23 ans. Ouais. Après, j'ai cherché un peu à rester dans l'édition parce que j'adorais ça, j'ai tout fait. J'emballais des livres qui partaient dans les librairies, j'organisais des rentrées littéraires avec des libraires à les chercher à la porte. J'ai réécrit des manuscrits, j'en ai lu beaucoup, très très mauvais surtout. Bref, j'ai un peu tout fait. J'étais l'homme à tout faire des éditions Grasset, donc il y a maintenant 15 ans. Et puis, non seulement j'ai pas pu y travailler, mais je pense qu'il y a 2 facteurs qui ont fait que c'est plutôt une bonne chose. Le premier, c'est que tant que c'était une sorte de stage, alternance, j'avais le droit de faire ce que je voulais et j'entrais dans aucune tension politique, et le milieu littéraire, même s'il a perdu de sa superbe par rapport aux années 50, 60, 70 et même 80, ça reste un panier de crabes. Et je pense que j'étais pas celui qui avait les plus grosses pinces. D'accord. Donc, et ça m'aurait pas, et j'aurais pas aimé ça parce qu'en fait tu confondes ta passion, et je me demande comment les gens qui vivent là-dedans, enfin je le sais parce que je l'ai vu, vivent avec cette espèce parfois d'amertume. C'est que tu vis ta passion, mais tu en vois aussi les décors qui sont pas forcément, voilà, c'est un panier de crabes parce qu'il y a un peu d'influence, il y a un peu d'argent, il y a un peu tout ça, il y a des intellectuels, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. À 20 ans, je pense que j'ai été un privilégié incroyable parce que moi, j'ai pu discuter avec tous les auteurs et tout ça, et c'était génial. Et la deuxième chose, c'est qu'un ami de mon père, quand je cherchais mollement du boulot dans l'édition, après avoir fini Sciences Po, m'a dit « C'est très bien l'édition, mais tu ne pourras pas emmener ta femme et tes enfants en vacances. » Parce que c'est évidemment un métier qui paye très mal, et c'est un peu pour ça, ou alors dans très très peu de positions, et on parle un peu d'argent, mais c'est vrai que c'est... Ça, je suis sorti de ce rendez-vous, je me suis dit, ok, est-ce que c'est un peu, il y a vraiment un parallèle avec ce que je te disais sur est-ce que Barcelone vaut ce que ça coûte d'y vivre versus autre chose, c'était ce même sentiment, c'est-à-dire que j'ai adoré, et ça c'était ma passion. Donc j'ai pu vivre de ma passion au meilleur moment de ma vie, parce que j'ai pas eu à en subir les effets négatifs et collatéraux. Donc ça c'est voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais. Alors si on va un petit peu plus loin, parce qu'il y a l'édition et il y a l'écriture, c'est 2 choses qui sont différentes. Mais l'écriture m'a amené à la lecture, qui m'a amené à l'édition, et ça me ramènera, j'espère, à l'écriture. Ça serait quoi ton rêve ultime? Ça serait de pouvoir écrire un livre, c'est ça? Un En premier plus, roman? Ouais, un premier roman, ou un essai, je sais pas. Ou un essai. Qu'est-ce qui t'empêche j'aime bien cette question, mais c'est peut-être tout ça un peu dans le retranchement. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui? Parce que quand tu dis, voilà, j'ai pas forcément le temps psychologique, ou j'ai pas pris le temps, enfin, c'est ce moment-là, tu sais, de bascule, où tu te dis, voilà, j'ai une passion, j'ai un rêve, et je bascule sur ce rêve ou j'y bascule pas. Et que tu te dis, cette bascule-là, c'est comme quand on se dit, voilà, je vais monter ma boîte ou je vais créer ma boîte, tu passes sur cette bascule en fait. Ouais. Tu te dis, à quel moment tu vas y aller? À quel moment tu vas sauter dans le bain? Alors, à part moi, rien ne m'en empêche. Ouais, c'est ça. Mais écoute, mais en revanche, la liste d'excuses que j'ai pour pas le faire est gigantesque. Non, à part moi. C'est ça. Voilà, oui, j'ai des cahiers C'est d'excuses. comme tous, hein, Voilà. c'est pas, Ouais. je pense qu'on passe tous par là. Ouais, en fait. Parce qu'il y a des peurs derrière ça. Il y a en fait, le principal. Je crois que c'est ça, hein. Le principal truc, c'est la peur Ouais. la peur, et puis la peur avant tout de pas arriver jusqu'au bout ou de faire vraiment des trucs nuls. J'ai envie de te dire. C'est la peur Ouais. du regard de l'autre. Je vais te donner une meilleure réponse. Voilà. Je pense que la meilleure réponse, c'est que quand on écrit, je pense que, évidemment, il faut surmonter la crainte et avoir l'énergie qu'il faut mettre derrière, parce que si tu le fais bien. Alors, j'ai fait beaucoup de débuts, mais c'est surtout qu'à un moment, je me suis rendu compte, quand je commençais à écrire à 20 ans, que ma vie n'était pas suffisamment intéressante pour en remplir des bouquins. Et on a un peu, je pense que les vrais romanciers, entre quelques guillemets, sont soit des gens qui savent raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec eux, soit qui savent très très bien raconter leur vie. Et j'avais un peu l'impression de ne pas être passé au-dessus en fait, j'écris pour parler de moi, et même si j'écris bien, que j'ai mon style, j'ai du mal à rentrer vraiment dans la littérature. Et
et ça fait un peu longtemps que je me suis pas remis, mais je pense qu'il y a aussi ça, c'est qu'il faut savoir être un raconteur d'histoire. Et pour être un raconteur d'histoire, c'est presque aussi compliqué comment dire, que pour l'écrire. Ça pour savoir la raconter. Tu vois, parce que la subtilité, c'est que voilà, il faut avoir de l'imagination, faut savoir créer un cadre. C'est beaucoup de travail et c'est quelque chose où je me dis peut-être que la vie m'est pas encore passée assez dessus. D'accord. Pour que je puisse raconter des histoires. Au fond, il y a un peu de ça. Le côté nombriliste de l'écriture, c'est c'est mon excuse la plus défendable. D'accord. Donc, mais c'est vrai en partie. Si tu relis pas mal de trucs que j'ai écrits, c'est des espèces de babilles d'adolescents. Mais les histoires que j'ai envie d'écrire, je reste persuadé qu'elles continuent à bouillir en moi, mais que, comment dire, avec Quelqu'un d'autre a lu ce que tu as écrit? Ouais. D'abord, j'ai beaucoup écrit pour draguer ma femme, donc déjà elle, à l'époque. Ça a fonctionné déjà. Ça a super bien marché. Alors tu vois. Et finalement, on est bien. Oui, j'ai fait lire. T'as fait lire sur des gens d'édition? Et je l'ai fait lire à un éditeur avec qui je m'entendais bien et qui m'a donné un retour positif. D'accord. Je ne doute pas, c'est très prétentieux ce que je dis, mais heureusement ça va être contrebalancé par quand même une certaine stérilité productive puisque j'ai rien écrit, mais je ne doute pas d'en avoir les capacités. Tu vois, d'avoir la capacité. Il t'a pas dit, il y a personne qui t'a dit aujourd'hui. Écoute, laisse tomber ton rêve, vas-y, reste dans la marketing parce que... Non, mais je dis que ça fait... Alors, après, la vérité, c'est que t'as une vie professionnelle, t'as une famille, t'as des choses qui font que tu vas même plus essayer de le faire. C'est une erreur, mais t'as des... Je sais pas si c'est des erreurs, c'est des chemins, c'est des chemins de vie. Voilà. Mais mais en fait, au fond, je me repose quand même sur le fait que j'y retournerai un jour, c'est sûr. Au même titre que je recommencerai à lire autant que j'ai lu, c'est-à-dire que dès que j'ai 2 semaines de vacances, je lis 2 bouquins par jour. Mais non, je sais que c'est mon étoile, tu vois, ma North Star, comme on dit. Ce serait quoi une réussite pour toi? Ça serait d'être publié ou ça serait de vendre beaucoup? C'est différent encore. Ce serait de finir le livre. Ouais, c'est ça. Même pas d'être publié, je m'en fous. Bon, en fait, je reviens sur... J'ai vécu le truc de l'édition. Évidemment, j'aimerais que ce soit... Il y a une reconnaissance quand même de ce que tu as envie de faire. Mais... C'est très bien, mais je pense qu'il y a 3 étapes et que chaque étape a son prix particulier. Tu as finir, et être fier de ce que tu as fait. Tu as publié, et si tu publies dans une grande maison, tu en passes encore. Mais là, tu passes dans un autre groupe. Et ensuite, il y avoir du succès. Mais si tu fais pas l'étape 1 parce que tu veux tout de suite l'étape 3, tu n'y arriveras jamais. Donc moi, je reste sur l'étape 1. Mon truc, c'est de me dire, est-ce qu'un jour, j'arriverai à pondre 240 pages d'un roman lisible. Et puis, il y a peut-être l'étape petit 1, d'acheter un papier et un crayon et de s'y mettre. Tes 2-3 auteurs préférés, ça c'est... Alors, T'en as beaucoup, je pense, mais si on pouvait avoir des auteurs préférés... J'ai deux affections particulières. J'ai une affection particulière pour la littérature américaine des années 30, 40, 50. Globalement, Hemingway, Fitzgerald et toute la bande. Un peu contemporaine, Paul Auster, James Kennedy. Mais quand j'ai lu, je me souviens d'avoir lu Le soleil se lève aussi. Je pense que je devais avoir 14 ans d'Hemingway et ça m'a ouvert un truc. Et bon, Fitzgerald, c'est au-dessus du lot. Et la littérature d'Europe de l'Est, j'ai un nom juif du début du XXe, c'est-à-dire Stefan Zweig, on dit Zweig ou Zweig, c'est des mecs qui jouaient, j'ai lu Zweig comme ça, quoi. Non, qui a fait des biographies exceptionnelles, des romans géniaux, et il y a toute une bande d'Arthur Schnitzler, Sándor Márai, qui sont généralement des juifs hongrois de Budapest ou de Vienne, qu'ont produit Joseph Roth, La Marche de Radetzky, c'est fabuleux. Qu'on produit une littérature avec un style génial et la description de la fin de l'Empire austro-hongrois qui est... il faut que je découvre ça là, parce que là, pour moi, c'est... Joseph Roth, c'est très puissant parce que il y a ce mélange de style, d'expression de la mélancolie et de tournant de l'histoire, parce que vivre à Vienne en 1900... C'est-à-dire que Freud est vivant. C'est-à-dire que tu peux le croiser en sortant d'une boulangerie. Et toute cette effervescence culturelle qu'il y a eu juste avant la guerre, ça a produit un truc assez unique. Bon, on va terminer par ces mots-là. Je trouve que c'est pas mal. Bah écoute, tant mieux. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé. On va terminer par de la littérature. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était intéressant. On a abordé plein de sujets différents. Donc génial. L'heure n'est pas important. Bah, merci Guillaume. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis, au plaisir. Carrément. À très bientôt. À très bientôt. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils.
Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, -du6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn.